L'IA signe-t-elle la fin de l'éducation ? A-t-on encore besoin d'apprendre à dessiner, à écrire, à compter ? Comment éviter le plagiat à l'école ? On en parle avec nos invités. Antoun Yacoub, vous êtes enseignant-chercheur en intelligence artificielle et responsable du master AIBT à l'ESIEA, une école d'ingénieurs. Bonjour. Bonjour. Étienne Mineur, vous êtes enseignant en école de design, designer vous-même et enseignant à l'ENSI, les ateliers et à Camando, c'est bien voilà, ça. entre autres. Et François Stéphane, vous êtes directeur général de l'ECE, une autre école d'ingénieurs. Et Paul-Henri Ouellet, bonjour, journaliste au Figaro étudiant. Alors, l'IA générative, quel est, Paul-Henri, l'impact sur la scolarité, sur les études ? Bien, les compétences en fait, de l'IA générative sont aujourd'hui assez stupéfiantes. C'est des robots qui sont capables de générer des dissertations, des mémoires, des devoirs de mathématiques qui ressemblent à s'y méprendre à ceux que pourrait réaliser un être humain. Et tout ça en seulement quelques secondes. En mars 2023, par exemple, l'IA ChatGPT 4 a passé le barreau américain et s'est classé parmi les meilleurs candidats, les 10% des meilleurs candidats au classement final. Alors aujourd'hui, l'utilisation des contenus générés par l'IA est encore difficile à détecter par les enseignants. Et d'après les témoignages qu'on a pu recueillir au Figaro étudiant, eh bien en fait, beaucoup d'étudiants se servent de l'IA pour travailler à leur place. Alors, est-ce que les écoles ont commencé à encadrer ces pratiques ? Bien oui, beaucoup s'y sont mises. La première en date à l'avoir fait, c'est Sciences Po Paris, en janvier 2023. Dans cette IEP, en fait, les étudiants doivent préciser explicitement s'ils se sont servis d'une IA pour réaliser leurs devoirs. Et s'ils ne le font pas, eh bien, ils peuvent être sanctionnés et ça peut aller jusqu'à une exclusion définitive. Pour d'autres institutions comme l'EDEC, par exemple, donc une école de commerce, utiliser l'IA dans un de ses devoirs est devenu complètement interdit. Le directeur il nous a expliqué qu'en fait, pour lui, ça s'assimilait à du plagiat et donc que c'était déjà en fait réglé auparavant dans son règlement. D'autres écoles, comme l'ESSEC, par exemple, voient, elles, l'IA comme une menace et réfléchissent plutôt à revoir leurs modalités d'évaluation, notamment en évitant les devoirs à la maison pour éviter que les élèves, justement, se servent de l'IA. Alors, est-ce que ça a quand même un petit intérêt pédagogique, quand même, l'IA ? Bien sûr, et certains étudiants s'en servent beaucoup pour faciliter leur révision. Au Figaro, on avait recueilli le témoignage de Louane, une étudiante qui est en prépa ECG à Lyon. En prépa HEC. En prépa HEC, voilà, en prépa pour préparer les concours des écoles de commerce. Et elle nous avait expliqué qu'elle utilisait régulièrement ChatGPT pour vulgariser les cours. En fait, elle lui demandait de lui expliquer tous ses cours comme si elle était un enfant. Et apparemment, c'est très efficace. Elle nous expliquait aussi qu'elle se sert régulièrement de ChatGPT pour réaliser des fiches et que ça lui permet de gagner énormément de temps en vue de la préparation de ses concours. Alors, finalement, elle nous a quand même expliqué, elle nous a rassurés en nous disant qu'elle ne s'en servait pas quand il s'agissait de préparer ses devoirs ou ses oraux. François Stéphane, donc vous dirigez une école d'ingénieurs, l'ECE. Dans votre école, est-ce que déjà les étudiants utilisent ChatGPT ou d'autres systèmes du même niveau ? Oui, nos étudiants commencent à y travailler, bien évidemment, puisque l'IA va impacter tous les métiers, et notamment le métier de l'ingénieur et le métier de l'ingénierie. Donc on peut parler d'ingénierie augmentée par l'IA. Donc l'IA devient un outil supplémentaire, pas le moindre, au service de l'ingénieur. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il peut faire pour un ingénieur ? Typiquement, un ingénieur de maintenance, par exemple, qui va travailler sur la maintenance d'avions, par exemple, et l'IA générative va permettre de recueillir un certain nombre de données, d'analyser ces données et de proposer des scénarios de maintenance sur un moteur, en anticipant les pannes. C'est ce qu'on appelle la maintenance prédictive, par exemple. C'est-à-dire... Vous pensez que Boeing l'utilise ? Non, je ne sais pas. Ah, je ne sais pas, je n'ai pas de lien suffisamment fort avec Boeing. Donc oui, l'IA est un outil de l'ingénieur et donc nos étudiants commencent à l'apprendre. Ils s'y familiarisent. On est en train de lancer d'ailleurs c'est une première, je crois, en France, un centre d'intelligence artificielle basé sur l'IA générative qui s'appelle l'Intelligence Lab, qui va permettre à nos étudiants d'apprendre par la pratique. Parce que nous sommes convaincus que les étudiants apprennent ces sujets-là par la pratique. Alors évidemment, il y a un peu de théorie, un peu d'académique, mais l'ECE, nous sommes une école
d'ingénieurs ingénieux, j'ai envie de dire, où l'ingénierie est au centre en fait de l'activité de nos étudiants. Et l'ingénierie, c'est trouver les bonnes solutions, c'est tester des choses. Et nous avons des étudiants qui ont déjà commencé il y a quelques mois à travailler sur ces sujets. Ils ont même fait de l'ingénierie de modèles. Alors je rentre un peu dans la technique. Oui, mais non, mais ça. Vous savez, vous avez les grands modèles qu'on appelle les LLM, les Large Language Models. Vous avez les grands acteurs type Meta, OpenAI, Mistral qui font ce qu'on appelle des modèles de fondation. Et nos étudiants ont utilisé une nouvelle technique qui vient juste de sortir, qui s'appelle le model merging, c'est-à-dire la technique qui permet de fusionner des modèles existants pour créer des nouveaux modèles en open source, extrêmement performants, en utilisant beaucoup moins de données. Et avec ça, nos étudiants ont réussi à mettre des modèles LLM au numéro 1 mondial, en première position mondiale sur le benchmark de référence qui s'appelle Hugging Face. Anthony Yacoub, est-ce qu'il y a d'autres usages pour l'IA générative, notamment dans la recherche, les mémoires de recherche, les thèses? Est-ce qu'on imagine un thésard va faire sa thèse en utilisant l'intelligence artificielle? Pour être honnête complètement, je ne pense pas pour le moment, mais donc déjà l'IA générative, elle rentre trop déjà dans les données, dans l'augmentation de données. Par exemple, nous, à l'école SEA, donc on a un labo de recherche, on recrute pas mal de doctorants. Donc ça fait pas mal d'années, parce que l'IA générative, ce n'est pas d'aujourd'hui en fait. On l'utilisait pour l'augmentation de données. On n'a pas trop de données parfois, donc on se servait pour enrichir nos bases de données. Voilà. Donc pour répondre à la question, est-ce que complètement, donc on va utiliser l'IA générative pour monter toute une thèse? Je ne pense pas déjà. Donc en termes, parce que pour une thèse en ingénierie, il y aura forcément de théorie et une partie pratique. Donc pour l'écriture... Imaginons une thèse de droit, une thèse de philosophie, une thèse... Est-ce que pour un mémoire de recherche, je ne sais pas, est-ce qu'on... On peut détecter le plagiat, tout simplement? C'est difficile, en fait, de détecter les plagiats. Donc, surtout en tout ce qui est texte, rédaction de texte. Même, par exemple, dans la programmation, c'est aussi complètement difficile de détecter des codes qui sont générés automatiquement par les LLM. Oui, parce qu'on peut le dire que l'IA, l'intelligence artificielle générative, peut aussi coder, faire du code informatique. Oui, et ça, c'est ce que énorme. nos étudiants ils sont en train de faire. Donc, c'est pour cela, donc, au début de cette année, donc, on voyait nos étudiants l'utiliser pleinement, mais pas de façon correcte. C'est pour cela que nos enseignants-chercheurs, ils ont monté tout un cours pour les spécialités d'IA Data, donc, qui s'appelle Prompt Engineering. Donc, on apprenait nos étudiants à utiliser correctement ChatGPT, donc en posant la bonne question adéquate. Ce qu'on appelle le prompt, non? Voilà, c'est le fait de poser la bonne question. La bonne question pour avoir la bonne réponse. C'est pas la bonne réponse, en espérant avoir la bonne réponse, parce que c'est pas toujours le cas. Et vous dites, comme ce sont des réponses qui ne sont pas stéréotypées, ce sont des réponses qui peuvent être chaque fois différentes. Ouais. Donc, c'est ça la particularité de ChatGPT. Donc, c'est difficile de détecter le plagiat. Alors, on dit que souvent, c'est lorsqu'il n'y a pas de faute d'orthographe que c'est fait par ChatGPT. Il y a quelques repères, oui, on peut repérer ça, surtout quand il y a du texte généré, parce qu'il y a le style derrière, donc il y a plein d'éléments qu'on peut recenser, que voilà, donc ça nous donne des indicateurs comme quoi le texte a été généré automatiquement. Ah, d'accord. Voilà. C'est-à-dire le style est un petit peu trop stéréotypé, justement ou Voilà, donc là, si je veux rentrer en détail dans les LLM, donc un LLM, c'est un modèle. Un modèle, donc il a des paramètres. Donc on peut, voilà, donc jouer avec ces paramètres-là. Donc déjà, donc le nombre de sorties, le nombre de tokens qu'on appelle, la température, donc la créativité, donc tout ça, donc ça rentre dans le jeu. D'accord, donc on peut. C'est difficile de voir, mais il y a certains petits trucs qui montrent que c'est pas tout à fait par un être humain. Étienne Mineur, dans le design, c'est un vrai sujet quand même. Est-ce que, de la même façon que ChatGPT peut créer des textes, voire écrire des romans, de la poésie, des articles de journaux, il peut aussi créer des campagnes de publicité, des nouveaux modèles de chaises, de tables? Oui, alors des images. Des images. Alors, reste depuis 3 mois la 3D aussi, ça commence à bien marcher. Donc oui, tout à fait, on arrive à simuler, c'est un simulacre, de générer des images qui semblent convaincantes. Voilà. Donc nous, dans les écoles, donc l'ENSI, Camando ou l'AED de Genève, l'idée c'est là, vraiment depuis 2 ans, moi à l'ENSI, là, je suis responsable d'un atelier sur les IA, c'est par la pratique, travailler avec ces étudiants. Alors déjà, première chose pour les rassurer, parce que je peux vous dire qu'au bout d'une journée, ils sont rassurés. Dire, ah oui, c'est pas si intelligent que ça.
C'est-à-dire que D'accord. quand on est professionnel très très vite, là c'est pas une question est-ce qu'on le reconnaît ou pas, c'est qu'elle n'a pas de sens commun. Donc dans le design, par exemple, faire un tabouret ou un vélo, le vélo a l'air magnifique quand vous le regardez, mais très vite quand vous regardez dans les détails, le vélo ne sait pas à quoi sert un dérailleur, ni un frein, ni une roue même. C'est juste que statistiquement, il voit des cercles. Donc il vous fait des très beaux cercles et des cadres. Donc là-dessus, c'est intéressant parce qu'on arrive à avoir très très vite une collaboration. C'est vraiment un assistant, ou le très bon mot de Microsoft, c'est copilote. C'est vraiment, on a une sorte de copilote avec nous qui peut aller rechercher une sorte d'assistant fou qui prend beaucoup trop de drogue, mais qui connaît à peu près tout. Non, mais c'est ce que je dis pour rigoler, mais c'est vraiment ça. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va halluciner, c'est le terme technique même. Il va halluciner des images, mais dans ces images, l'étudiant, ou moi le premier, il faut être apte à choisir Il est capable de vous générer 2000 images dans la journée. Il faut choisir la bonne. Et c'est là où ça devient intéressant. C'est pareil pour le texte. Il est capable de vous générer du texte. Mais vous, là, pour votre article ou votre présentation, à un moment donné, il faut faire des choix. Et c'est là où l'humain intervient. Donc là, le travail avec les étudiants, il y a un côté technique. Apprendre, c'est pas magique. C'est des mathématiques. On ne rentre pas dans la technique pure et dure, mais de bien comprendre les outils, à quoi ils servent et à quel moment ils peuvent arriver. C'est-à-dire que très très rarement, enfin même je ne connais pas d'exemple, peut-être que ça va arriver, mais un objet, je ne sais pas, une vidéo, alors il y en a quelques exemples, mais ou même n'importe quoi, là, un design de caméra, là on en a plein autour de nous, de A à Z généré par IA, ça n'existe pas. À chaque fois, il y a des interventions humaines, des choix humains, le sens commun. On peut lui demander Voilà. par exemple, créer une campagne de publicité pour un shampoing et Alors là, à fond. Alors quand je dis à fond, vrai. non, parce que la publicité, c'est stéréotypé. Donc plus c'est stéréotypé, par exemple, une série Netflix, enfin tout ce qui est stéréotypé, vous voyez, toutes les choses classiques, il vous le refait. Un roman à l'eau de rose. Exactement. D'ailleurs, il y a eu des gros soucis, pas Microsoft, Amazon est obligé de bloquer ça, parce qu'il y a des milliers de livres à l'eau de rose qui sortent. Je crois qu'il y a quelqu'un qui en sortait 5000 par jour. Donc là, ils l'ont bloqué. Vous voyez, parce qu'on est sur des patterns et des choses répétitives. Donc d'ailleurs, c'est plutôt une bonne nouvelle, parce que ces gens-là vont être obligés ça va soit s'automatiser, on aura une sorte de robinet, puis voilà. Et puis à côté, il y a l'humain, au contraire, qui va nous amener des choses étonnantes, complètement décalées, non stéréotypées. Et c'est intéressant dans les écoles d'art ou de design, et dans toutes les autres écoles, c'est d'avoir une vision originale. Et pas répéter ce qui s'est fait avant. Donc votre exemple de pub pour le shampoing, je l'imagine dans ma tête. Vous voyez que ce soit X ou Y, elles se ressemblent toutes. Elles se ressemblent toutes. Donc là, et je pense que d'ailleurs c'est même une chance, moi je trouve, parce que on va être obligé de trouver des nouvelles solutions, des nouvelles manières de vendre du shampoing, des vélos, ce que vous voulez. Pour se distinguer. Voilà. Et donc les marques actuellement, c'est ce gros. D'ailleurs c'est pour ça que c'est très angoissant. C'est que tout d'un coup on était sur quelque chose d'un peu répétitif. On savait où on allait, et tout d'un coup, on a une machine qui fait mieux que nous. Vraiment, dans les choses répétitives. Donc là, on est... par exemple, moi, l'IA ne fait pas de fautes. Enfin, très rarement des fautes d'orthographe. J'en fais. Je suis assez vexé quand même. Voilà. Il y a quelque chose, voilà. Là, j'ai lâché l'affaire. C'est comme calculer. Voilà. À un moment donné, le calcul mental, vous dites, a priori, cette machine est meilleure que moi, mais où est-ce que moi, en tant qu'humain, où je vais me situer, quelle est ma plus-value dans tel ou tel projet. Et c'est là où c'est très perturbant, c'est pour ça qu'on a des réactions, en plus éthiques, morales, juridiques, mais il y a des réactions très viscérales, parce que tout d'un coup on s'aperçoit, mais qu'est-ce qui se passe ? Je savais faire ça et j'ai une machine qui le fait. Moi, un étudiant, juste pour finir, me l'avait dit il y a 3 ans, quand j'ai commencé à lui montrer, mais par hasard, je leur ai montré à mes étudiants, on travaille sur autre chose, il dit, en fait j'ai quelque chose à vous montrer, c'était le début des diffuseurs. Une petite nouveauté. Petite nouveauté, non mais je l'ai fait d'une manière très naïve, en disant, regardez, il y a quelque chose qui arrive, et vous avez 18 ans, vous n'allez pas pouvoir passer à côté. Je vous le remontre. Donc il y a eu un côté waouh quand même. Il y a 3 ans, en plus, c'était un peu rugueux, les images étaient un peu rugueuses. Il y a un étudiant qui vient me voir, il me dit, mais je fais quoi, moi ? Mais sincèrement, l'IA va 1000 fois plus vite que moi, connaît à peu près tout, et elle est gratuite. Vous voyez, ce jeune étudiant boulot, donc, en illustration. Et il était là, je fais quoi ? Justement, on va travailler là-dessus. Et il a été rassuré. Mais il a été obligé de changer son style graphique, qui était un peu une copie des mangas. Et c'est normal, à 18 ans, on copie ce qu'on aime. Et là, je l'ai vu évoluer, c'est super bien. 2 ans, c'est beaucoup plus original. Voilà. Et ça l'a... Paul-Henri, même en philo, dans tous les domaines, dans le domaine de la philo, une compétition originale avait été organisée, je ne sais pas si vous vous souvenez, entre un philosophe célèbre et l'IA ChatGPT. Alors, Paul-Henri, en quoi ça avait consisté ce match ? Alors en fait, c'était une compétition qui avait été organisée par une école de commerce, la Paris School of Technology and Business. Et les 2 participants, donc c'était Raphaël Enthoven d'un côté pour la personne humaine et de l'autre
en face de lui, du coup, une intelligence artificielle, en l'occurrence ChatGPT, qui s'était affrontée sur une dissertation. Chacun avait dû rédiger sa propre dissertation. La thématique du devoir, c'était « Le bonheur est-il affaire de raison ?» Et pour contrôler l'IA, il y avait deux personnes. D'un côté, Michael Fitoussi, un responsable pédagogique, et de l'autre, Madi Zargayouna, qui est chercheur en informatique. Donc les deux hommes étaient en charge justement du prompt, de demander la dissertation à ChatGPT. Mais une fois que les deux copies ont été rendues, on s'est rendu compte que le résultat de la machine n'avait pas été si mirobolant. Le robot a rendu son devoir alors, en 2 minutes top chrono, mais il a eu seulement 11 sur 20. Dans le jury, il y avait Lev Frankel, un influenceur en philosophie, qui a fait remarquer que ChatGPT n'avait même pas soumis de réelles problématiques pour sa dissertation. Les deux hommes qui manœuvraient l'IA, eux, avaient souligné leur difficulté de lui faire produire un travail qui ressemblait à ce qu'aurait pu créer un humain. Raphaël Enthoven, de son côté, lui, avait obtenu 20 sur 20 à sa dissertation. Et je vous propose d'ailleurs d'écouter sa réaction juste après l'épreuve. Le sentiment que nos créatures vont nous échapper, il y a plus d'orgueil que d'humilité dans le sentiment que nos créatures vont nous échapper, du golem à l'intelligence artificielle, parce que c'est une façon pour nous de nous prendre pour Dieu. Nous ne créons pas avec l'intelligence artificielle quelque chose qui nous échappe. Nous créons un outil qui, comme tous les outils, est ambivalent, ambigu, réversible, mais qui, je crois, ne risque pas de nous posséder si nous nous souvenons de ce qui est spécifiquement humain. Or, la philosophie est spécifiquement humaine. François, Stéphane, est-ce qu'on doit, supprimer les devoirs à la maison pour regarder c'est compliqué quand même d'avoir un chat GPT qui vous fait les dissertations de philo, les exercices de maths. Est-ce qu'on doit revoir toute la pédagogie finalement ? Alors je pense que la pédagogie doit être revue, oui, de façon importante et je crois que toutes les écoles s'y mettent. Je crois que c'est important, nous y compris pour nos écoles, collègues au sein du groupe Omnes Éducation. Bien évidemment, il faut revoir la pédagogie. Je ne sais pas si vous avez vu la démonstration de ChatGPT 4o, avec une démonstration sur un assistant virtuel qui va aider un jeune à résoudre une équation mathématique et qui va lui apprendre à résoudre une équation mathématique. On voit tout l'apport là de l'intelligence artificielle générative pour finalement être des tuteurs quelque part et pour, de mon point de vue aussi, quand même résoudre la fracture qu'il peut y avoir entre les jeunes qui ont au lycée, mais aussi en études supérieures, qui peuvent avoir des gens à la maison qui les aident à réviser, à travailler, et des jeunes qui sont tout seuls. Et là, finalement, quelqu'un qui est tout seul... ça va résoudre le fameux problème du manque de professeurs de maths en France ? Ça peut aider, ça peut aider, effectivement. On a un manque de vocation, effectivement, aujourd'hui, de professeurs de mathématiques. Et ça peut aider. C'est-à-dire qu'on peut avoir des professeurs de mathématiques augmentés grâce à l'IA. Moi, je suis persuadé que c'est ce que je dis à nos étudiants, à mes étudiants, je leur dis la réussite, c'est une équation simple. Réussite égale talent multiplié par travail. Pas plus, multiplié. Et donc le travail, c'est important, le goût de l'effort. Et donc un étudiant, comme un lycéen, de mon point de vue, doit aussi travailler par lui-même, chez lui. Alors est-ce qu'il doit faire des livrables, des documents qu'il va remettre de chez lui ? Sans doute. Il utilisera bien évidemment l'IA générative comme un outil, mais très vite, le professeur va lui expliquer comment augmenter ça et avoir la dimension humaine, comme l'expliquait Raphaël Enthoven. Emmanuel Macron en a parlé la semaine dernière lors de Vivatech. On l'écoute. Les États-Unis d'Amérique de très loin et même la Chine, qui est quand même aujourd'hui un peu derrière les Américains, mais les deux grands leaders vont beaucoup plus vite que nous Français et que nous Européens. Donc, pour moi, la priorité, c'est vraiment de faire du en même temps pour le coup. C'est-à-dire qu'il faut faire en même temps de l'accélération pour la recherche, l'innovation et la création d'un écosystème très puissant et participer à une régulation, mais dont le périmètre doit être le plus large possible. Voilà, même Emmanuel Macron s'intéresse aux nouvelles technologies. J'ai une question, donc on parlait des devoirs à la maison. Étienne Mineur, moi j'ai un autre souci, c'est tout ce qui est à la maison, c'est-à-dire il y a beaucoup d'écoles qui organisent des concours, je pense aux Arts Déco, aux Beaux-Arts de Paris, où les élèves rendent un devoir et ça compte dans l'admission. Alors est-ce qu'on ne va pas tout simplement supprimer ce mode de concours ? Alors moi, oui, à 100%, même avant les IA, puisque
Déjà, on pouvait se faire aider par un enseignant. C'est ce que j'allais dire. Et ça, c'est aussi le cas pour l'entrée en Sciences Po. Hein. C'est le cas dans beaucoup d'écoles. Dans les écoles de journalisme aussi, on demande à faire un dossier chez soi. Et déjà, évidemment, la triche est tout à fait possible. Et oui, il suffit que papa et maman aient fait une école d'art ou une école de design, on est plus apte à l'aider, ce qui est normal. Enfin, voilà. Et donc, on voit petit à petit, statistiquement, que les gens qui ont fait, je sais pas, n'importe quelle école de design, papa et maman, sont plutôt designers ou architectes. Voilà. Donc ça, c'est déjà un biais qui était compliqué et qui est amplifié par l'IA. Ou pas. Parce que moi, j'ai vu des choses assez rigolotes. Mon fils, par exemple, qui fait des études de biotech et biotechnologie, et une autre étudiante à l'Essier, oui, c'est l'Essier, en mathématiques, et qui avait fait semble le dire, mon fils avait fait son petit en GPTs, donc c'est dans ChatGPT, on peut programmer son petit ChatGPT, il s'était fait son prof. Et je l'ai vu ça plusieurs fois chez des étudiants. Et je lui dis, mais c'est marrant, vous vous êtes fait votre professeur. Il m'a dit, oui, très bien, j'ai mis mes documents. J'ai dit, voilà, tu es professeur en biotechnologie en 3e année. Voilà les sites. Bon, il avait donné tout le corpus d'entraînement. Et je lui dis, mais pourquoi ? Il me dit, je peux poser des questions bêtes. C'est-à-dire que je n'ai pas de jugement. Ça, c'était intéressant. Et l'étudiante de l'Essier aussi m'avait dit, imaginez dans un amphi de 100 personnes et vous posez une question. Tout le monde se moque de vous. Et en plus, je me suis généré mon professeur qui est bienveillant, patient, et qui ne porte pas de jugement. Donc ça, c'était une étape assez marrante et qui ont été faites comme ça, d'une manière intuitive. Et je trouvais ça, c'est une bonne utilisation des IA, en comprenant bien que le fait que l'IA peut répéter à l'infini des choses. Et elle me l'explique, et elle est honnêtement très très forte pour bien synthétiser des choses. Créer, c'est autre chose, mais synthétiser des choses, moi, je la trouve très, très performante si on la nourrit bien. C'est toujours Anton Yacoub, comment vous voyez l'avenir de l'IA ? Comment l'école de demain sera organisée avec l'IA générative ? Il n'y aura plus de professeurs ? Il y aura un professeur qui parlera à la place aux élèves ou... Non, je pense pas à ce point-là. Mais de notre expérience, en fait, nous, on a intégré à l'école, donc à l'ESUA, l'IA générative dans notre système. Donc nous, on utilise par exemple le système LMS qui s'appelle Moodle. Donc, on a vu nos étudiants, donc, ils se préparaient donc, pour les examens en utilisant ChatGPT. Ils posaient des questions pour faire des révisions. Donc, on s'est dit, pourquoi pas ne pas intégrer l'IA générative directement parce que vous connaissez donc les LLM, ChatGPT, c'est trop gourmand. Et nous, donc, on cherche quelque chose de frugal pour ne pas générer de ne pas consommer trop d'énergie. Donc, on s'est dit, voilà, donc on intégrait cette IA générative dans Moodle. Donc, l'étudiant, il peut poser n'importe quelle question. Il y aura forcément un module qui est en derrière, qui va générer des questions automatiques en utilisant ChatGPT. Puis, donc, on s'est discuté avec nos enseignants. Donc, ils ont dit, pourquoi pas ne pas permettre à nos enseignants de l'utiliser. Donc, on a créé tout un autre module qu'on a appelé One Click Quiz. Donc, en un seul clic, l'enseignant il peut générer tout un quiz de A à Z en utilisant ChatGPT. Donc, forcément, il y aura des hallucinations. Donc, c'est pour cela il y a le côté des humain là. Des hallucinations, c'est-à-dire des quiz bizarres, des questions, du n'importe quoi. Voilà. Donc, c'est pour cela là. On appelle ça des hallucinations. Hallucinations, c'est le mot scientifique. C'est le mot scientifique pour dire un peu n'importe quoi. Voilà. D'accord. Elles sont faites pour halluciner. Voilà. C'est pour ça, elles ne sont pas faites pour donner la vérité. Voilà. Elles hallucinent. Il faut bien comprendre ça. Ouais. Donc là, ça peut aider l'enseignant. Donc déjà, parce que ça prend trop de temps pour monter les questions, pour faire la configuration. Donc tout a été fait automatiquement. Il faut juste reviser, donc revoir les questions pour les corriger au cas où il y a des hallucinations. Incroyable. Alors, vous pensez que l'école de demain, vous pensez que ça ressemblera à quoi ? L'école de demain, comme tous les métiers, comme toutes les activités, elle sera augmentée par l'IA. Peut-être en complément, je peux donner quelques exemples. Donc, oui. Nous, on travaille avec le groupe Omnes Éducation, qui a une direction spécifique sur tout ce qui est innovation pédagogique. Le groupe va lancer pour un certain nombre d'écoles, dont le CE, des innovations dès la rentrée 2024. Un moteur de recommandation un peu à la mode Netflix, mais augmenté par l'IA générative. C'est-à-dire en fonction du parcours de l'étudiant, ce moteur va lui dire, là, tu as bien réussi là, il faut... Ok, n'insiste pas là-dessus, mais on te conseille plutôt de réviser là-dedans, etc. Et puis, vu tes difficultés, on appuie là-dessus. Donc ça, c'est un premier cas d'usage qu'on va lancer là en septembre. Donc vous voyez, c'est de l'augmentation au bénéfice des étudiants. Autre exemple, c'est ce que je décrivais tout à l'heure sur ChatGPT 4o. On va mettre en place aussi une espèce d'assistant autonome pour aider l'étudiant, justement, à réviser et avoir une espèce de tutorat. Comme un professeur particulier, finalement. Exactement. Mais aussi, on travaille aussi pour nos enseignants-chercheurs. Donc, je vais donner aussi 2 exemples. Un premier exemple, c'est ce qu'on appelle les syllabus. Dans notre métier, les syllabus, c'est en gros la description du cours. C'est un mot latin. Voilà, c'est un mot latin. C'est souvent assez fastidieux à faire, mais c'est absolument essentiel. C'est demandé par les accréditations. Nous sommes en train de mettre en place, avec le groupe Omnes Éducation et la direction académique, tout un moteur d'IA génératif qui permet de générer
en quelques secondes Un cours. des syllabus, alors qu'avant, l'enseignant, il fallait qu'il passe des heures et des heures. Alors, ce n'est pas le syllabus final, c'est une première étape, il y a des hallucinations, et ensuite l'enseignant passe un peu de temps à dire « Attends, ça, j'ajuste, etc. » C'est comme quand vous faites de la traduction automatique avec DeepL, par exemple. Moi, j'utilise tous les jours. Ça traduit en quelques secondes, mais après, je modifie le texte parce que je sais parler anglais. Ben là, c'est la même chose. Le professeur, il sait faire un syllabus, sauf qu'au lieu de mettre 10 heures pour faire un syllabus, il va mettre 1 heure. Et puis, ce que vous disiez aussi, c'est générer automatiquement du contenu pédagogique en ligne. Donc, vous voyez, l'école, elle va être augmentée au bénéfice des enseignants-chercheurs, on en a parlé, et des étudiants. Je vois déjà des enseignants qui me disent en fait, je devais créer des exercices de maths pour mes élèves, mais j'ai utilisé ChatGPT, ça a été beaucoup plus rapide. Voilà, exact. Donc, les élèves l'utilisent et puis les professeurs aussi. Vous parlez de ChatGPT qui est une solution parmi d'autres. Il y a plein d'autres solutions d'IA générative. C'est vrai qu'on utilise ChatGPT qui a été la première. Mais je crois que c'est important de parler d'IA générative, de modèles LLM. Il y aura, comme vous le disiez, il y aura beaucoup de modèles aussi qui vont être des modèles open source qu'on va pouvoir aussi déployer dans les écoles. Merci beaucoup François Stéphane, directeur de l'ECE, Anthony Yacoub, enseignant-chercheur en IA à l'ESIEA, une autre école d'ingénieurs, Étienne Mineur, enseignant et designer à Camando et à l'ENSI Les Ateliers, et Paul-Henri Ouellet, journaliste au Figaro étudiant. Merci à Cécile Brelot, programmeuse pour l'émission Paris d'école, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission sur le Figaro TV Île-de-France.